Europe Matin, Patrick Cohen. Voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. À la une, la baisse des défaillances d'entreprises spectaculaire et signe sans doute d'une économie qui repart. Nous serons dans un instant au tribunal de commerce de Nantes. Les autres titres. Marine Le Pen en croisade contre les oligarchies financières, dit-elle. La Société Générale a clôturé les comptes du Front National. Le Congrès des maires de France, Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à l'Élysée. Il reçoit 1500 élus ce soir. Et puis nous irons à Srebrenica sur les traces du boucher des Balkans, Ratko Mladic. Verdict attendu aujourd'hui au tribunal pénal international de La Haye. Notre invité à 8h15, le spationaute Thomas Pesquet. 5 mois après son retour sur Terre, il publie son livre d'images de la planète, cliché stupéfiant d'une Terre à la fois magnifique, fragile et menacée. La reprise, on vous en parle souvent ces dernières semaines. Et bien voici du concret avec un indicateur clé, la baisse des défaillances d'entreprises. Une baisse record au 3e trimestre, le meilleur résultat depuis 10 ans. Et pour le vérifier ce matin, nous avons choisi le tribunal de commerce de Nantes. Là-bas, vous allez le voir, les chiffres sont spectaculaires. Reportage de notre correspondant François Coulon. Aujourd'hui, des audiences comme celle-ci sont beaucoup moins chargées que l'an passé. Liquidation judiciaire et redressement sont en baisse de 21%. Guy Lizier, président du tribunal de commerce de Nantes. C'est l'embellie et ça s'accélère. Pendant la crise, 25 entreprises chaque semaine déposaient leur bilan. Cette semaine, 3 entreprises. La semaine dernière, 2 entreprises. C'est du jamais vu pour moi. Je suis entré au tribunal en 2002. Même lorsque nous étions en période d'avant-crise, nous n'étions quand même pas à ces niveaux aussi bas. Tous les secteurs à peu près de l'économie se portent mieux. Il y a vraiment une page qui s'est tournée. Une croissance parfois très exigeante en trésorerie. Les demandes de conciliation en la matière sont à la hausse. Jacqueline Cartron, juge-commissaire, accompagne les patrons de PME. Positif, plein d'espoir. Il y a une croissance, donc les chefs d'entreprise épousent cette croissance, ont du travail. Il y a moins de redressement judiciaire. On les aide beaucoup là-dessus. L'autre clignotant au vert, c'est celui des créations d'entreprises. 7000 de plus d'ici à la fin de l'année, inédit là aussi. Dans le même temps, le nombre de sociétés radiées s'amenuise. Au tribunal de commerce de Nantes, François Coulon, Europe 1. On l'a appris cette nuit, un piratage informatique à très grande échelle. Il concerne la société Uber et les données de 57 millions de personnes à travers le monde. Adresse électronique, numéro de téléphone, pas encore de chiffres en particulier pour la France. Dans l'actualité ce matin aussi, le Front National en guerre contre les banques. Marine Le Pen va prendre la parole aujourd'hui en colère contre la Société Générale qui a décidé de clôturer les comptes du parti. La banque ne donne pas de raison officielle. Virginie Riva. Marine Le Pen a décidé de contre-attaquer ce matin. Elle dénoncera les banques, véritables oligarchies financières selon ses mots. Au-delà du cas du Front National, elle veut faire porter le débat sur le pouvoir des banques face aux formations politiques. Hier soir, elle en a même référé au président de la République alors qu'elle était reçue à l'Élysée. Le président de la République, au-delà des divergences politiques très profondes qui sont les nôtres, reste le garant de la Constitution et donc le garant du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Or, on juge la démocratie à la manière dont les partis d'opposition sont traités. Je lui ai donc demandé d'être ce garant face à un certain nombre d'agissements susceptibles d'atteindre gravement le fonctionnement de la démocratie française. Une stratégie qui fonctionne. Hier à l'Assemblée nationale, l'ensemble des formations politiques a condamné la décision de la Société Générale, alors qu'on n'en connaît toujours pas les raisons. La Société Générale invoque le secret bancaire. De son côté, le Front National a dû trouver en urgence une nouvelle banque dont le nom est pour l'instant tenu secret. Mais ce matin, lors de sa conférence de presse, Marine Le Pen dénoncera les conditions drastiques que lui impose cette nouvelle banque. Virginie Riva, la politique aussi avec le Congrès des maires de France et l'opération calinothérapie du gouvernement. Discours hier du Premier ministre Édouard Philippe qui a tenté de déminer le terrain face à des élus en colère contre l'exécutif. Et ce soir, c'est Emmanuel Macron qui les reçoit à l'Élysée, 1500 maires, dont celui d'une petite commune de Dordogne, Saint-Jory-de-Chalais. L'élu s'appelle Bernard Voriac. Maxence Lambrec l'a rencontré. L'Élysée, il n'y est jamais allé, mais le jeu politique, ça, il connaît. Ça fait 33 ans que je suis maire, donc on ne se leurre pas. Mais on va y aller, si on peut faire passer quelques messages, c'est à mieux. Bernard Voriac réclame d'abord au plus vite une révision complète des valeurs locatives, ce qui lui sert de base fiscale dans son village. Depuis 71, on a des valeurs locatives qui n'ont jamais été révisées par manque de volonté. On peut penser qu'il a de la volonté, hein, mais moi je lui dirais, allez, chiche, on y va. Il compte aussi ce soir inviter Emmanuel Macron chez lui.
lui, dans le Périgord. Je pense qu'il a besoin de venir nous voir sur le terrain, pas 20 minutes, mais une journée avec nous, et puis on verrait les problèmes comme ils nous sont soumis les uns après les autres. Et le problème du moment, c'est la disparition de la taxe d'habitation qui va encore limiter sa marge de manœuvre financière. Ça veut dire que vous avez 80% de vos rentrées d'argent dans une collectivité qui dépendent de l'État. Ça veut dire que vous avez les menottes. Vous pouvez rien faire. En plus, si vous encadrez à 1,1% les dépenses de fonctionnement, mais on est mort. On est mort. C'est cette détresse que va devoir affronter Emmanuel Macron ce soir. Maxence Lambrec. Europe 1, il est 8h05. On l'avait surnommé le boucher des Balkans. Verdict attendu aujourd'hui pour Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes de Bosnie. Et ce sera même le dernier verdict du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, plus de 20 ans après les faits. Mladic poursuivi pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, notamment pour le siège de Sarajevo et son rôle dans le massacre de Srebrenica. 8000 morts dans cette enclave musulmane, c'était en juillet 95. Nous sommes retournés sur place, c'est l'enquête du 8h. Et nous sommes en ligne avec Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes donc à Srebrenica avec un passé encore très présent et une atmosphère très pesante. Très pesante parce qu'en arrivant à Srebrenica, c'est un étrange sentiment qui vous traverse. 22 ans après les faits, tout semble figé. Les maisons portent encore les impacts de balles ou les trous d'obus. C'est comme une ville fantôme où vivent pourtant 2500 personnes. Des survivants du massacre pour beaucoup. Gilles baigne dans cette atmosphère. Lui qui a échappé aux forces serbes en se cachant pendant 2 mois dans la forêt. C'est 72 jours que je passais dans la forêt. Ça a décidé après toute ma vie. Tout ça qui m'entoure. Tout le temps, je suis dans ce monde-là. Quand je marche dans la forêt ou n'importe où, si je vois que la terre est touchée par quelqu'un, je sais pas, la première chose que je pense, c'est la mine. Ici, chacun vit avec sa peur et chaque histoire personnelle semble reliée à une angoisse. Jean-Sébastien, on se souvient de Srebrenica et surtout de la découverte des charniers, d'innombrables corps à l'époque sans nom. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les victimes sont identifiées ? Non, 2000 personnes manquent encore. Noura n'espère évidemment pas retrouver son frère vivant, mais depuis 22 ans, elle se débat avec les démarches administratives ou les recherches d'indices. Elle a eu de l'espoir avec les analyses ADN sur les ossements, sans aucun succès. C'est très dur quand je me rends au mémorial. Il y a 6000 tombes alignées devant moi, celles des victimes identifiées et enterrées là. Pour leur famille, c'est plus facile, elles savent où sont enterrés leurs proches. Pas moi, l'histoire n'est jamais terminée. Et chez les Serbes maintenant, Jean-Sébastien, qu'est-ce que l'on dit de Ratko Mladic ? Eh bien, il suffit de se rendre à moins de 10 km de Srebrenica. Bratunac, c'était son fief pendant la guerre civile. Là-bas, l'appel à la prière résonne dans la rue, mais les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Je respecte M. Mladic. Pour moi, il est innocent. J'espère qu'il sera acquitté. D'autres personnes ont tué sur le terrain. Lui n'était pas sur le terrain, il commandait les troupes. Tous les responsables politiques font des erreurs. Il en a peut-être fait, mais pourquoi ce tribunal international ne juge que des Serbes ? Il n'est pas neutre. Le résultat, c'est que les deux communautés vivent au même endroit, travaillent ensemble dans des bureaux, mais au dehors, elles ont des vies totalement séparées. L'enquête du 8h signée ce matin, Jean-Sébastien Soldaini à Srebrenica. Et puis son avion a atterri hier soir à Beyrouth. C'est le retour au Liban de Saad Hariri, le Premier ministre démissionnaire. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec cette prochaine bataille annoncée avec les syndicats de transport. Oui, on parle d'un sujet sensible, le droit de grève. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos, la SNCF et la RATP veulent mettre fin aux abus. Ben oui, les transporteurs publics sont comme des millions d'usagers. Ils en ont marre de ces mouvements sociaux qui bloquent le trafic et sont souvent à la limite de la légalité. Le droit de grève dans les transports publics a été encadré par la loi il y a 10 ans, mais les règles sont contournées, arrêt de travail de moins d'1 heure, préavis de grève illimité, etc., etc. En résumé, les entreprises de transport public veulent des règles plus strictes aujourd'hui ? Oui, elles ont identifié une fenêtre de tir, c'est la prochaine loi sur les mobilités intérieures que prépare le gouvernement pour l'an prochain. La SNCF et la RATP voient cette nouvelle loi comme une occasion en or pour mettre fin à toutes ces pratiques abusives qui vident les lois actuelles de leurs effets. On s'en doute, ça promet une belle bataille avec les syndicats. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Nous partons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des portiques de sécurité à l'entrée des lycées. C'était une promesse de Laurent Wauquiez pendant la campagne des régionales. Promesse tenue, a-t-il déclaré hier. 120 lycées sont désormais équipés, dont celui de Villefontaine, le lycée Léonard de Vinci. En résumé, ça marche,
Mais pas tout le temps. Reportage Rémi Pierre. Il y a 4 portiques blancs à tourniquet au niveau de l'entrée principale, 3 autres pour les accès secondaires. Et pour entrer ou sortir, il faut, comme Aurélien, passer son badge individuel sur le lecteur. Dès qu'il y a le petit bip vert, on peut y passer. Et ça marche en tout cas cette fois parce que pour Anaël, élève en BTS, ce n'est pas toujours le cas. Le matin, j'arrive un peu juste pour être en cours. Et il se trouve que le portique se bloque, donc on reste 30 secondes dans le portique parce qu'il faut attendre, que la machine se remette en route. Des bugs qui sont un peu moins nombreux que la première année, tempèrent tout de même Louis et Maxime, des élèves de première. Cette année, ça fonctionne vraiment bien. Comparé à l'année dernière où c'était vraiment défectueux. On arrivait souvent en retard à cause de ces fameux portiques. Du coup, on était généralement exclus des cours à cause de ça. Plus surprenant aux heures de pointe, le dispositif est tout simplement zappé car il ne peut pas absorber le flux d'élèves, s'amusent Anaël et Joël. C'est bien d'avoir mis des portails de sécurité, sauf qu'ils ouvrent aussi le grand portail, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer son badge. Pour les vélos par exemple, on passe sans passer par les petits portiques. Et en tout cas, il y a une chose qui a vraiment changé depuis un an. Les mères de famille qui traversaient le lycée pour aller au supermarché voisin doivent désormais le contourner. Villefontaine, Rémi Pierre, Europe. Et puis l'histoire d'une vaste escroquerie qui se termine par une vente aux enchères. Le scandale Aristophile, du nom de cette entreprise qui rachetait des manuscrits précieux et revendait des parts à des épargnants en leur promettant des intérêts. Mais aujourd'hui, les trésors ont été saisis. C'est une immense collection, sans doute la plus grande du monde, qui va être mise aux enchères à Drouot fin décembre. 130 000 œuvres à écouler et un local ultra sécurisé. Reportage Marguerite Lefebvre. En à peine 2 mois, il a fallu transformer ce local en petit bunker. 25 caméras de surveillance et 3 portes à déverrouiller avant de pouvoir enfin pénétrer dans la salle. On va rentrer. Dans cette pièce sans fenêtre, la soufflerie maintient la température à 20 degrés pour protéger les manuscrits. Du sol au plafond, des centaines et des centaines de cartons numérotés sont méticuleusement entreposés. C'est ici, dans 150 mètres carrés, qu'est stockée toute la collection Aristophile. Le commissaire-priseur Claude Agut en a la charge. Vous avez toute l'histoire de l'humanité qui est là, en définitive. Des manuscrits qui remontent au 8e siècle. Vous avez une lettre de Louis XVI qu'il écrit l'après-midi, avant le départ à Varennes. C'est ahurissant. 130 000 œuvres, des siècles d'histoire sont expertisées ici au fur et à mesure. 200 d'entre eux seront mis en vente dans un mois. C'est une vente qui est très attendue. Les gens savent qu'on a des trésors à présenter. Il faudra bien dormir la veille pour être en pleine forme pour le premier coup de marteau. Cette vente sera la première d'une longue série. Il faudra plusieurs années, 6 ou 7 ans probablement, pour écouler toute la collection. Et bien sûr, l'adresse du local est ultra secrète. C'était Marguerite Lefebvre. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas. Europe 1.